Ce soir, laisse-toi porter par une enquête ancienne, racontée à voix basse, dans le Paris du XIXe siècle. Un cabaret discret. Un crime sans éclat. Et un inspecteur qui observe plus qu'il n'accuse. Cette histoire est une réécriture narrative moderne et apaisée d'un grand classique du domaine public, pensé pour accompagner l'endormissement, sans tension ni violence. Ici, le crime n'est pas un choc. Il est un murmure. Et l'enquête devient un chemin lent vers le silence. Installe-toi confortablement. Laisse l'histoire se dérouler. Et permets-toi de t'endormir quand tu le souhaites. Paris avait cette façon de respirer la nuit, comme une bête immense qui ne dort jamais vraiment. Au-dessus des grands boulevards, les lampes à gaz dessinaient des halos pâles, et la brume fine, insistante passait entre les façades comme une main lente. Plus bas, dans les rues étroites, l'air devenait plus lourd. Il sentait la pierre humide, la suie, le vin renversé, et ce mélange particulier de soupe tiède et de tabac froid qui collait aux vêtements longtemps après qu'on avait quitté certains lieux. C'est là, dans un quartier où l'on ne venait pas par hasard, que se cachait une maison basse, mal éclairée, comme honteuse d'être encore debout. On l'appelait la Poivrière. Un nom qui piquait la langue. Un nom qu'on prononçait vite, en regardant autour de soi. Ce n'était pas un endroit pour les flâneurs, ni pour les amoureux. C'était un endroit pour ceux qui avaient besoin de s'oublier, ou d'oublier quelqu'un. Un cabaret pauvre, avec des tables trop proches, un comptoir poisseux, et des murs qui avaient vu bien trop de dos courbés, de mains tremblantes, de regards fuyants. La patronne, la veuve Chupin, régnait là-dedans comme une tempête en tablier. Une femme sèche et vive, toujours en mouvement, comme si l'immobilité pouvait l'étouffer. Elle connaissait les habitudes de tout le monde. Elle savait quand un homme mentait. Elle savait aussi quand il valait mieux ne pas poser de questions. Et pourtant, cette nuit-là, même elle n'avait pas su. La nuit avait commencé comme toutes les autres, des voix grasses, un rire qui s'étrangle, des pas mal assurés, des vers qu'on remplit sans mesurer. Et puis il y eut, à un moment, quelque chose qui changea dans l'air. Pas un cri. Pas tout de suite. Plutôt une suspension. Le genre de silence qui ne s'explique pas, mais qui attire l'attention comme une porte qui claque au loin. Quelqu'un avait entendu un bruit sec. Quelqu'un d'autre avait juré avoir vu une ombre passer. Les clients avaient cessé de parler, juste une seconde, avant de reprendre. Parce qu'on reprend toujours, dans ce genre d'endroit. On se persuade que ce n'est rien. On se convainc que ça ne nous concerne pas. Puis les coups de feu avaient éclaté. Brutaux, tranchants, irréfutables. La Poivrière n'avait pas été construite pour contenir un tel bruit. Les murs avaient renvoyé l'écho comme une gifle. Une chaise était tombée. Un verre s'était brisé. Une femme avait poussé un cri qu'elle n'a pas reconnu elle-même, parce qu'il venait d'un endroit profond, ancien, animal. Et très vite, la peur avait fait son travail, elle avait dispersé les hommes, figé les mains, rendu les mots inutiles. On avait couru. On s'était bousculé. On avait cherché la sortie. Mais la sortie n'était plus un simple passage. Elle était devenue un but. Dehors, un agent de police en patrouille, attiré par la détonation, avait pris son sifflet. Le son aigu avait fendu la nuit, et d'autres uniformes étaient arrivés, en quelques minutes. Pas tous calmes. Pas tous prêts. Mais présents. Dans ces quartiers-là, la police ne se demande pas longtemps si elle doit entrer. Elle entre. La porte avait cédé sous une poussée. La lumière d'une lanterne avait balayé la salle en tremblant. Et l'odeur, d'un coup, avait changé. Comme si la pièce elle-même avait cessé d'être un cabaret pour devenir autre chose. Un endroit où l'on n'avait plus le droit de parler trop fort. Dans la salle du fond, il y avait des corps. 2 hommes qui ne se relevaient plus. Et un troisième, vivant encore, mais déjà très loin, le souffle irrégulier, la peau trop froide, le regard qui cherchait quelque chose sans trouver. Et devant une issue, comme s'il avait voulu empêcher qu'on passe, un homme était là. Il avait tiré une table. Il avait fait une barricade maladroite, désespérée, instinctive. Il tenait une arme. Il ne criait pas. Il ne menaçait pas. Il semblait attendre. Ce n'était pas l'image habituelle du criminel triomphant. Ce n'était pas non plus l'image du pauvre diable pris de panique. C'était autre chose, une immobilité tendue, un calme qui sonnait faux, comme un masque mis trop vite.
Les agents l'avaient saisi. Ils l'avaient désarmé. Ils l'avaient plaqué contre le mur. Et la veuve Chupin, soudain redevenue volcan, avait hurlé que c'était lui, évidemment que c'était lui, qu'on l'avait trouvé là, qu'on n'avait plus qu'à l'emmener et qu'on la laisse tranquille, elle, avec son commerce, ses clients, sa misère. Dans ce tumulte, un inspecteur était arrivé. Gévrol. Un homme de métier, solide, sûr de lui, habitué à l'odeur des affaires simples. Il avait regardé la scène comme on regarde une addition dont on connaît déjà le résultat. 2 morts. Un blessé. Un homme armé. Le compte était bon. Il avait donné des ordres, vite. On avait fait sortir les curieux. On avait séparé ceux qui parlaient trop. On avait demandé des noms. On avait écrit à la hâte sur des carnets. Et pourtant, même pendant cette agitation, il y avait une présence plus discrète. Un jeune agent, pas tout à fait du même monde que les autres. Il s'appelait Lecoq. Il n'était pas là pour briller. Il n'était pas là pour donner des leçons. Mais il avait ce défaut ou cette qualité qui dérange toujours, il regardait trop. Pas seulement les corps. Pas seulement l'arme. Il regardait la place des chaises. La façon dont la table avait été tirée. La trace d'un talon dans la poussière. L'angle d'une porte entr'ouverte. Il regardait les visages, aussi, les yeux qui fuient, ceux qui s'accrochent, ceux qui jouent à l'innocence. Et, surtout, il regardait l'homme arrêté. Le suspect ne se débattait presque pas. Il avait un visage fermé, sans dureté spectaculaire. Il gardait la tête légèrement baissée, comme s'il écoutait un bruit que personne d'autre n'entendait. Quand on lui parlait, il répondait peu. Quand il répondait, c'était sans colère. Sans supplication. Ce calme-là, Lecoq le trouvait dangereux. Pas pour la police. Pour la vérité. Gévrol, lui, voyait l'évidence. Lecoq voyait la possibilité de l'évidence, et la possibilité qu'elle soit un piège. Parce que les affaires faciles ont souvent une manière cruelle de se compliquer au moment où on croit les tenir. La veuve Chupin criait encore. Le cabaret, lentement, se vidait. Et Paris, dehors, continuait de respirer. Lecoq leva les yeux une seconde vers la porte, vers la rue sombre, vers le halo tremblant de la lanterne, et il sentit sans pouvoir encore l'expliquer que cette nuit-là ne finirait pas simplement avec une arrestation. Ce crime avait été commis dans un lieu trop sale, trop petit, trop oublié, pour être seulement une querelle d'ivrogne. Il y avait, dans l'air, quelque chose de plus ancien. Une histoire qui cherchait une sortie. Et Lecoq, à sa manière, venait d'ouvrir la première porte. Il l'avait conduit dehors sans brutalité excessive, comme on emmène quelqu'un dont on est déjà sûr. Dans ces quartiers-là, on n'avait pas besoin de trop forcer. La peur faisait le reste. L'air de la rue était plus froid que celui du cabaret. Il mordait la peau et ramenait les pensées à la surface. La lanterne projetait une lumière instable sur les pavés humides, et chaque pas semblait résonner un peu trop fort dans le silence revenu. L'homme marchait entre 2 agents. Il n'essayait pas de fuir. Il ne traînait pas non plus. Il avançait droit, avec cette docilité étrange qui n'est ni une soumission ni une résignation complète. Comme s'il avait déjà accepté une partie de ce qui allait suivre, mais pas tout. On l'avait fouillé rapidement. On avait pris l'arme. On avait noté ses vêtements, son visage, ses mains. Ses mains surtout. Elles étaient tachées, oui. Mais pas comme on l'attendait. La poudre avait laissé sa trace sombre, mais le sang, si sang il y avait, ne racontait pas une histoire claire. Rien n'était net. Rien n'était parfaitement à sa place. Gévrol avait jeté un regard rapide. Pour lui, les mains parlaient suffisamment. Ça ira, avait-il dit. On connaît la suite. On avait conduit le prisonnier dans une petite pièce attenante, mal chauffée, avec une table bancale et 2 chaises dépareillées. Un endroit prévu pour les aveux rapides, pas pour les longues réflexions. L'homme s'était assis quand on le lui avait demandé. Il avait posé ses mains sur ses genoux. Il regardait devant lui, sans défi, sans peur apparente. Son visage était pâle, mais pas bouleversé. On aurait dit qu'il se tenait à distance de lui-même. Gévrol s'était installé en face. Il aimait ces moments-là. Le tout début. Quand les choses semblaient encore simples. Quand l'enquête n'était qu'une formalité, et que le crime, bien rangé dans une case, attendait sa conclusion.
Il avait posé quelques questions, d'une voix ferme, presque mécanique. Non. Origine. Présence sur les lieux. Les réponses étaient courtes. Précises. Trop, peut-être. L'homme expliquait qu'il s'était trouvé là par hasard. Qu'il avait entendu des cris. Qu'il avait voulu s'enfuir. Qu'il avait pris l'arme sans savoir vraiment pourquoi. Qu'il n'avait tiré sur personne. Des phrases bien construites. Calme. Sans tremblement. Gévrol hochait la tête. Il notait. Il n'insistait pas. Ce genre de discours, il l'avait déjà entendu 100 fois. Toujours le même. Toujours inutile. Dans un coin de la pièce, presque effacé, Lecoq se tenait debout. Il n'interrompait pas. Il ne prenait pas la parole. Il observait. Encore. Il regardait la façon dont l'homme respirait quand il répondait. Il remarquait qu'à certaines questions, le regard se perdait légèrement vers la droite, comme si la mémoire cherchait un point d'ancrage. Il notait aussi ce détail étrange, le prisonnier semblait plus attentif au silence qu'aux mots. Quand Gévrol se taisait, l'homme relevait légèrement la tête. Comme s'il attendait autre chose. Une accusation plus directe. Une colère. Un piège. Mais rien ne venait. Gévrol se leva enfin. Ça suffit pour ce soir. On verra demain. Pour lui, l'affaire était déjà pliée. Les témoignages allaient s'accorder. Les rapports feraient le reste. On tiendrait un coupable. Paris oublierait rapidement les morts d'un cabaret misérable. Il sortit, laissant les agents terminer les formalités. Lecoq resta encore un instant. Il s'approcha de la table. Pas trop près. Juste assez pour être vu sans être envahissant. Vous dites que vous vouliez fuir, murmura-t-il doucement. L'homme leva les yeux. Oui. Et pourtant, vous avez tiré une table pour bloquer la porte. Un léger silence s'installa. Ce n'était pas un silence lourd. Plutôt un espace vide, comme un souffle retenu. Je ne voulais pas qu'on entre. Qui? L'homme hésita. Une fraction de seconde. Puis il secoua la tête. Je ne sais plus. Ce n'était pas une réponse convaincante. Mais ce n'était pas non plus un mensonge grossier. Lecoq se redressa. Il avait appris, très tôt, que les véritables coupables parlent trop. Ils se défendent. Ils argumentent. Ils cherchent à convaincre. Celui-là faisait l'inverse. Il se repliait. Quand Lecoq quitta la pièce, le prisonnier resta seul, éclairé par une lumière trop blanche, trop crue pour un homme qui semblait déjà se retirer du monde. Dans la rue, la nuit avait repris son calme trompeur. Les pavés luisaient encore. Les façades semblaient indifférentes. Gévrol marchait devant, satisfait. Lecoq suivait, silencieux. Il savait qu'il ne tenait encore rien. Aucun fait décisif. Aucun indice éclatant. Mais il sentait, avec cette certitude lente qui ne se justifie pas encore, que l'homme arrêté n'était peut-être pas celui que l'on croyait. Et que le vrai travail, le plus patient, le plus invisible, ne faisait que commencer. Le jour se leva sans éclat, comme s'il avait hésité à venir. Un gris uniforme s'étendait sur Paris, effaçant les contours, rendant les rues moins nettes, moins décidées. La nuit s'était retirée, mais elle avait laissé derrière elle une fatigue lourde, persistante. À la Poivrière, on n'avait pas rouvert. La porte était close, scellée par des bandes maladroites, et le quartier semblait contourner l'endroit sans le regarder. Les passants pressaient le pas. Les habitués passaient leur chemin. Dans ces rues-là, on savait reconnaître les lieux qui venaient de basculer du côté du malheur. À l'intérieur, la lumière du matin révélait ce que l'obscurité avait masqué. Les tables n'étaient pas seulement renversées, elles étaient déplacées avec une logique étrange. Les chaises n'avaient pas fui dans toutes les directions. Certaines étaient restées sagement alignées, comme si personne n'avait osé les toucher. Et la table qui avait servi de barricade, n'était pas exactement là où Lecoq l'aurait imaginé. Il entra sans bruit, presque sur la pointe des pieds. Il n'était pas pressé. Il savait que la précipitation, dans une affaire comme celle-ci, était une forme de cécité. Il se laissa le temps de regarder. De respirer l'odeur persistante de vin et de poudre. D'écouter le silence. Ce silence n'était pas vide. Il contenait encore les gestes de la veille. Les pas, les hésitations,
les mouvements trop rapides. Le coq s'arrêta près du comptoir. Il suivit du regard une trace sombre sur le sol, puis une autre, plus légère, qui s'en éloignait. Il nota l'angle, la distance, la manière dont la trace s'interrompait brutalement, comme si quelqu'un avait changé d'idée. Un agent, chargé de la surveillance, se racla la gorge. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» Le coq secoua la tête. « Je cherche ce qui ne cherche pas à se montrer. » L'agent n'insista pas. Il avait appris, déjà, que ce jeune inspecteur parlait peu, mais regardait longtemps. Le coq se pencha près d'un mur. Une marque à hauteur d'épaule. Pas une éclaboussure. Une trace étalée. Quelqu'un s'était appuyé là. Longuement. Peut-être pour ne pas tomber. Peut-être pour écouter. Il se redressa lentement. Dans son esprit, les images ne formaient pas encore un tableau. Elles existaient séparément. Comme des pièces qu'on n'assemble pas trop tôt, de peur de les forcer à entrer là où elles ne vont pas. Plus loin, dans une petite pièce attenante, on avait laissé les effets personnels des victimes. Des poches vidées à la hâte. Quelques pièces. Un mouchoir froissé. Une montre arrêtée. Le coq prit la montre. Il la regarda. Elle ne s'était pas arrêtée à l'instant des coups de feu. Elle avait cessé de fonctionner plus tôt. Ou plus tard. Impossible à dire. Mais ce détail, infime, refusait de s'aligner avec le reste. Il reposa l'objet. Ce n'était pas encore une preuve. Juste un grain de sable. Au commissariat, Gévrol s'impatientait déjà. Les témoins arrivaient, un par un. Ils racontaient tous la même chose, à peu de détails près. Ils avaient entendu des coups. Ils avaient vu l'homme armé. Ils avaient paniqué. Ils n'avaient rien compris. Des récits rassurants, parce qu'ils se ressemblaient trop. Gévrol hochait la tête. Il cochait des lignes invisibles. Pour lui, l'unanimité valait confirmation. Vous voyez, disait-il, tout est clair. Le coq ne répondit pas. Il relisait les dépositions. Il s'attardait sur les phrases inutiles. Les mots ajoutés sans raison. Les silences. Il remarqua que plusieurs témoins situaient les coups de feu à des moments légèrement différents. Que certains parlaient de 2 détonations, d'autres de 3. Que la position du suspect variait selon les récits. Rien de spectaculaire. Mais rien de parfaitement cohérent non plus. Des erreurs normales, trancha Gévrol. Peut-être. Mais le coq savait que le mensonge collectif n'est pas toujours conscient. Parfois, il n'est simplement du besoin de se débarrasser d'une histoire trop lourde. Il demanda à revoir le prisonnier. Dans sa cellule, l'homme était assis sur le lit étroit. Il ne dormait pas. Il ne marchait pas. Il attendait. Le regard perdu dans le mur, comme si la pierre avait quelque chose à lui dire. « Vous n'avez rien à ajouter ?» demanda le coq doucement. L'homme secoua la tête. « Non. Vous comprenez ce qu'on vous reproche ? » Oui. Il n'y avait ni indignation ni colère dans sa voix. Seulement une lassitude calme. Le coq observa ses mains. Elles tremblaient à peine. Pas comme celles d'un homme pris de panique. Plutôt comme celles de quelqu'un qui se retient. « Vous auriez pu fuir ?» dit le coq. « Oui. Et pourtant, vous êtes resté. » Un léger sourire passa sur le visage du prisonnier. Un sourire bref. Presque triste. « Je n'allais pas loin. » Cette phrase, plus que toutes les autres, s'installa dans l'esprit de Lecoq. On n'emploie pas ces mots-là quand on se sait coupable. On les emploie quand on pense que le chemin est déjà tracé. En quittant la cellule, Lecoq sentit ses doutes se solidifier. Il ne savait pas encore ce qui clochait exactement. Mais il savait désormais une chose. L'évidence était trop bien rangée. Et dans les affaires vraiment simples, il y a rarement autant de soins. Lecoq retourna à la poivrière seul. Il avait volontairement laissé passer quelques heures. Le temps que les bruits se tassent. Que les pas cessent de se presser inutilement. Que le lieu, débarrassé de l'agitation humaine, recommence à parler à sa manière. La porte s'ouvrit avec un léger grincement. À l'intérieur, l'air était plus froid que dehors. Le silence avait pris possession des lieux, mais ce n'était pas un silence vide. Il était chargé de gestes anciens, comme si chaque mouvement de la veille avait laissé une empreinte invisible. Lecoq resta immobile un instant.
Il avait appris que l'observation commence souvent par l'immobilité. Tant que l'on bouge, on impose sa présence. Quand on s'arrête, on laisse le lieu reprendre la sienne. Son regard glissa lentement le long des murs. Les taches, les marques, les zones plus sombres formaient une géographie discrète. Il ne cherchait pas un détail spectaculaire. Il cherchait la logique silencieuse des choses. Il s'approcha de la table déplacée. Celle qu'on disait avoir servi de barricade. Il posa la main dessus. La table était lourde, bien plus qu'elle n'en avait l'air. Pour la tirer ainsi, il fallait soit de la force, soit du temps. Or, dans une scène de panique, le temps est rare. Lecoq imagina le geste. Pas la version racontée. La version possible. Un homme qui tire. Qui s'arrête. Qui ajuste. Qui écoute. Ce n'était pas le mouvement d'une fuite. C'était le geste réfléchi de quelqu'un qui voulait contrôler un espace. Il se pencha vers le sol. Les traces de pas se superposaient, mais certaines se distinguaient encore. Une chaussure avait pivoté lentement, comme si son porteur avait observé la salle avant de se décider. Une autre trace indiquait un recul mesuré, pas une retraite précipitée. Plus loin, près du mur, Lecoq retrouva la marque qu'il avait remarquée le matin même. Il posa son épaule contre la pierre, à l'endroit exact. La hauteur correspondait. Quelqu'un s'était appuyé là longtemps. Trop longtemps pour un simple moment de frayeur. Il ferma les yeux un court instant. Il imaginait la scène sans la dramatiser. Sans bruit inutile. Il voyait des hommes qui ne se regardaient pas vraiment. Des habitudes installées. Des gestes répétés chaque soir. Puis une rupture. Mais une rupture qui n'avait pas tout balayé d'un coup. Ce n'était pas une explosion de chaos. C'était un déséquilibre progressif. Lecoq se dirigea vers la pièce du fond. Là où les corps avaient été retrouvés. L'endroit semblait plus étroit que dans les récits. Plus confiné. Il nota la position exacte des lieux, la distance entre les murs, l'angle des ouvertures. Un détail retint son attention. L'arme avait été retrouvée près du suspect. Mais l'odeur de poudre, elle, était plus présente près de la porte latérale. Une différence subtile. Presque imperceptible. Mais suffisante pour éveiller un doute supplémentaire. Il ne nota rien sur le moment. Il savait que certaines observations perdent leur force quand on les enferme trop vite dans des mots. Au commissariat, plus tard, Lecoq s'installa dans un coin calme. Il étala mentalement la scène, pièce par pièce, geste par geste. Il n'écrivait pas encore. Il laissait l'affaire se déposer. Il comprenait maintenant ce qui le dérangeait. Le crime n'avait pas été commis dans la confusion totale. Il avait été exécuté dans un lieu qui, malgré son apparence misérable, obéissait à des habitudes précises. Des hommes s'y retrouvaient. Ils se connaissaient de vue. Ils occupaient toujours à peu près les mêmes places. Un tel endroit ne bascule pas sans résistance. Et pourtant, cette nuit-là, tout s'était passé trop vite, et trop proprement. Gévrol entra sans frapper. « Tu cherches encore ?» Il y avait dans sa voix une ironie à peine voilée. Pour lui, l'affaire avançait déjà vers sa conclusion. « J'essaie de comprendre, » répondit Lecoq simplement. « Comprendre quoi ?» Lecoq hésita. « Ce que les témoins n'ont pas vu. » Gévrol soupira. « Tu compliques toujours les choses. » Je préfère les compliquer maintenant que les regretter plus tard. Gévrol haussa les épaules et repartit. Il n'avait pas de temps à perdre avec des scrupules. Lecoq resta seul. Il savait désormais que le suspect n'était pas un simple homme pris sur le fait. Il savait aussi que la scène avait été, d'une certaine manière, mise en ordre avant l'arrivée de la police. Pas pour effacer le crime, mais pour orienter le regard. Et cela changeait tout. Ce n'était plus seulement une affaire de coup de feu dans un cabaret. C'était une affaire d'intelligence, de patience, d'attente. Lecoq leva les yeux vers la fenêtre. Le jour avançait lentement. Paris reprenait son rythme, indifférent. Mais quelque part, derrière cette façade ordinaire, un passé plus ancien commençait à remonter à la surface. Et Lecoq sentait, sans encore pouvoir le prouver, que l'affaire qu'on voulait classer trop vite allait refuser obstinément de se taire. Il y a des lieux où les hommes se montrent tels qu'ils sont. Et puis il y a ceux où ils apprennent, très tôt,
à se cacher. La poivrière appartenait à cette seconde catégorie. À la lumière du jour, le cabaret semblait plus petit encore. Les murs, dépouillés de l'agitation nocturne, révélaient leur fatigue. Les fissures étaient visibles. Les boiseries portaient les traces de mains innombrables. Rien n'avait été pensé pour durer, et pourtant tout était resté. Lecoq observait cela avec attention. Il savait que les lieux façonnent les comportements. Ici, on venait pour disparaître un instant, pour s'asseoir à côté d'inconnus sans avoir à expliquer qui l'on était. On parlait peu. On buvait davantage. Et chacun portait son rôle comme un manteau usé. La veuve Chupin arriva en fin de matinée. Elle avait perdu un peu de son aplomb de la veille, mais pas sa vivacité. Ses gestes restaient brusques. Sa voix, coupante. Elle parlait trop vite, comme si le silence risquait de l'accuser. « J'ai déjà tout dit », déclara-t-elle avant même qu'on ne lui pose une question. Lecoq ne répondit pas tout de suite. Il la laissa parler. Il avait appris que certains témoignages se livrent mieux quand on ne les pousse pas. Elle raconta encore la panique. Le bruit. L'homme armé. Elle insista sur sa peur. Sur son instinct. Sur l'évidence. On l'a trouvé là. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Lecoq hocha la tête, lentement. Et avant les coups de feu? Elle fronça les sourcils. Avant? Rien. Comme d'habitude. Ce rien retint son attention. Les mêmes clients? Presque. Presque. Elle hésita. Une seconde de trop. Il y avait des gens que je ne connaissais pas bien. Mais que vous aviez déjà vus? Elle soupira. Ici, on voit toujours les mêmes têtes, mais on ne les regarde pas vraiment. C'était dit sans malice. Presque avec lassitude. Lecoq nota cela intérieurement. Il s'intéressa ensuite aux habitués. Ceux qui revenaient malgré les scellés, traînant dans la rue, comme attirés par un lieu devenu interdit. Des hommes modestes. Des visages marqués. Des vies sans éclat. Tous racontaient la même histoire. À peu près. Toujours ce flou confortable, cette manière de ne pas trop se souvenir. On buvait. On parlait. Puis, bang. Personne ne semblait avoir vu clairement le moment précis. Personne ne voulait se rappeler qui se trouvait où. Les souvenirs glissaient, se mélangeaient. Lecoq comprit alors que le crime ne s'était pas seulement produit dans un cabaret. Il s'était produit dans un milieu où l'on survit en regardant ailleurs. Et ce regard détourné, cette habitude de ne pas poser de questions, formait un écran parfait. Plus tard, au commissariat, Lecoq étudia les identités. Les noms. Les adresses. Les professions. Certaines semblaient trop modestes pour être vraies. D'autres trop vagues. Il releva des incohérences légères, presque élégantes. Des hommes qui se disaient ouvriers mais portaient des mains trop soignées. Des individus sans ressources apparentes mais toujours bien mis. Des absences dans les parcours, des silences prolongés. Rien de répréhensible en soi. Mais une impression persistante se dessinait. Ce crime avait attiré, cette nuit-là, des hommes qui n'étaient pas censés se trouver ensemble. Des trajectoires différentes s'étaient croisées dans un lieu trop étroit pour les contenir sans friction. Lecoq sentit que l'affaire dépassait désormais la poivrière. Elle touchait à un monde plus vaste. Un monde où les apparences se travaillent. Où les identités se déplacent. Où certains hommes apprennent à disparaître derrière des rôles modestes. Il se rappela le suspect. Son calme. Son langage mesuré. Sa manière de se tenir à distance de lui-même. Ce n'était pas le masque d'un homme ordinaire. C'était celui de quelqu'un qui avait appris à en porter plusieurs. Et dans cette affaire, plus Lecoq avançait, plus il comprenait que le crime n'était qu'un point d'entrée. Un passage discret vers une histoire plus ancienne, plus lente, soigneusement dissimulée sous des couches de banalité. Il referma son carnet. Le masque social était en place. Il ne restait plus qu'à comprendre ce qu'il cachait. Le prisonnier n'avait pas changé de place. Dans la cellule étroite, la lumière tombait toujours de la même manière, un peu trop haut, un peu trop froide. Les murs semblaient absorber les sons. Même les pas des gardiens arrivaient assourdis, comme s'ils hésitaient à troubler ce calme artificiel. L'homme était assis sur le lit, les mains posées à plat sur ses cuisses. Il ne dormait pas. Il ne semblait pas non plus attendre une libération.
Il était là, simplement. Présent. Comme quelqu'un qui s'est résigné à écouter le temps passer. Le coq entra sans bruit. Vous avez passé une mauvaise nuit? La question était presque banale. L'homme leva les yeux. J'ai connu pire. Sa voix était posée. Ni ironique, ni plaintive. Une voix qui n'avait pas besoin de se défendre. Le coq s'assit en face de lui, sans table entre eux. Il voulait réduire la distance, mais pas la briser. Vous savez que l'on vous croit coupable. Je le sais. Et pourtant, vous ne cherchez pas à convaincre. Un silence passa. L'homme inspira lentement. Convaincre qui? La question n'était pas provocante. Elle était sincère. Le coq observa son visage. Les traits étaient réguliers. Trop réguliers pour un habitué des cabarets sordides. La peau était marquée, oui, mais pas usée. Les mains, malgré la saleté de la nuit précédente, gardaient une certaine retenue dans les gestes. Vous n'êtes pas un client ordinaire de la poivrière, dit le coq doucement. L'homme eut un léger sourire. À peine visible. Personne ne l'est vraiment. Certains le sont plus que d'autres. Le coq laissa passer quelques secondes. Vous avez appris à observer. On apprend quand on ne veut pas être vu. Cette réponse confirma ce que le coq pressentait. Il changea d'approche. Vous avez servi dans l'armée. L'homme tressaillit à peine. Mais le tressaillement existait. Beaucoup d'hommes ont servi. Pas tous de la même manière. Le silence s'étira. Plus dense. L'homme détourna légèrement le regard. Vous êtes méthodique. C'est mon métier. Ce n'est pas seulement votre métier. Le coq comprit qu'il ne devait pas forcer. Ce n'était pas un homme qu'on brise. C'était un homme qu'on laisse parler, quand il le décide. Vous avez pris l'arme, reprit le coq. Mais ce n'était pas votre arme. Non. Vous avez déplacé la table. Oui. Pas pour fuir. Pour contenir. L'homme hocha lentement la tête. J'avais besoin de temps. Pourquoi faire? Pour réfléchir. Cette réponse, simple, presque banale, pesa lourd. On ne réfléchit pas ainsi quand on agit sous la panique. On réfléchit quand on sait que chaque seconde compte. Le coq se leva. Vous savez que votre calme vous condamne. Je sais. Et pourtant, vous persistez. L'homme leva les yeux vers lui. J'ai appris que parler trop tôt est parfois plus dangereux que se taire. Le coq comprit alors que le suspect ne se battait pas pour sa liberté immédiate. Il se battait pour autre chose. Pour une version du passé. Pour une vérité qu'il ne voulait pas voir déformée. En quittant la cellule, le coq sentit la certitude s'installer plus solidement encore. L'homme arrêté n'était pas l'auteur du crime. Mais il était lié à lui. Pas comme un exécutant maladroit. Comme un témoin volontairement exposé. Quelqu'un qui avait choisi de rester là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Pour empêcher que quelque chose d'autre ne se produise. Et cette intention, aussi étrange soit-elle, changeait tout. Le coq s'arrêta dans le couloir. Il n'avait pas encore de preuves. Mais il avait désormais un portrait. Et dans ce portrait se dessinait l'ombre d'un passé plus vaste, plus structuré, que celui d'un simple cabaret parisien. Une histoire ancienne, patiente. Une histoire qui, tôt ou tard, demanderait à être racontée. Il y a des vérités qui ne se livrent pas dans l'instant. Elles attendent que le bruit retombe. Que l'agitation se lasse. Que le présent cesse de s'imposer. Le coq le savait. C'est pour cela qu'il quitta, pour un temps, la poivrière, le commissariat, les témoignages trop frais. Il fallait laisser l'affaire respirer. Lui permettre de révéler ce qu'elle cachait depuis longtemps déjà. Il commença par les archives. Des registres épais, à la reliure fatiguée. Des noms alignés avec une régularité presque rassurante. Des dates. Des lieux. Des filiations. Rien de spectaculaire. Rien de vivant, en apparence. Et pourtant, certains noms revenaient. Sous des formes légèrement différentes. Une lettre déplacée. Une particule disparue. Une orthographe modifiée avec justesse. Des détails trop discrets pour être le fruit du hasard. Le coq suivait ces traces avec patience, comme on suit un chemin ancien dans une forêt que l'on croit connaître.
Il découvrit des histoires de familles autrefois puissantes, aujourd'hui éteintes. Des héritages disputés. Des enfants déplacés, parfois adoptés, parfois simplement effacés. Des fortunes fragmentées, dissimulées sous des existences modestes. Ce n'était pas un monde violent. C'était un monde silencieux. Un monde où l'on apprend très tôt à se taire, à changer de nom, à attendre. Lecoq comprit alors que le crime de la Poivrière n'était pas un commencement. C'était une résurgence. Quelque chose qui avait dormi longtemps venait de s'agiter. Il se rappela le suspect. Son langage mesuré. Son maintien. Sa manière de contenir ses gestes. Ce n'était pas l'attitude d'un homme pris au hasard. C'était celle de quelqu'un qui avait reçu une éducation, même fragmentaire. Une discipline. Il chercha plus loin. Il retrouva la trace d'un ancien officier. Un homme au parcours interrompu, disparu des registres après une campagne lointaine. Pas de décès officiel. Pas de retour déclaré. Juste un vide administratif, comme on en trouve parfois, quand quelqu'un choisit de se soustraire au regard du monde. Les dates correspondaient. Les lieux aussi. Lecoq sentit que le puzzle commençait à se former, non pas par accumulation de preuves, mais par cohérence intime. Les pièces ne s'imbriquaient pas encore, mais elles se reconnaissaient. Il quitta les archives tard dans la journée. Paris s'était apaisé. Le ciel prenait cette teinte indécise entre le gris et le bleu, propre aux fins d'après-midi sans saison. Les rues s'animaient doucement. Les fiacres passaient. Les voies montaient sans urgence. Lecoq marchait lentement. Il pensait à ces vies qui se déplacent dans l'ombre, sans jamais se fixer. À ces hommes qui acceptent de perdre leur nom pour préserver autre chose. Une lignée. Une promesse. Une vérité qu'ils estiment plus importante que leur propre liberté. Le crime, dans cette affaire, n'était peut-être qu'un accident. Un point de rupture. Quelqu'un avait commis une erreur. Quelqu'un avait agi trop vite. Et d'autres avaient tenté de réparer, maladroitement. La Poivrière, avec sa misère et son anonymat, avait été choisie précisément pour cela. Un lieu où l'on ne pose pas de questions. Mais l'histoire ancienne refusait de rester enfouie. Elle avait laissé trop de traces. Trop de silence bien ordonné. En rentrant chez lui, Lecoq s'arrêta un instant sur un pont. La Seine coulait lentement, indifférente, comme toujours. Elle emportait avec elle des reflets de ciel, de pierre, de lampes déjà allumées. Lecoq observa l'eau. Il pensa à ce qui remonte toujours à la surface, tôt ou tard. Non pas dans un fracas, mais dans un glissement presque imperceptible. Il savait désormais que l'enquête ne se résoudrait pas uniquement par l'arrestation d'un homme. Elle exigerait de reconstituer une histoire brisée, fragment par fragment. Et cette histoire, parce qu'elle avait été longtemps tue, demanderait plus de patience que de force. Il reprit sa marche. Derrière lui, Paris continuait de vivre. Devant lui, une vérité ancienne attendait qu'on la reconnaisse. Les liens les plus solides sont souvent ceux que l'on ne voit pas. Ils ne se manifestent pas par des gestes éclatants ni par des déclarations. Ils existent dans les silences partagés, dans les habitudes conservées, dans les détours pris pour éviter certaines routes. Ils se tissent lentement, patiemment, jusqu'à devenir indissociables de la vie elle-même. Lecoq en avait conscience. C'est pour cela qu'il ne chercha pas immédiatement de nouveaux témoignages. Il préféra observer les mouvements autour de l'affaire. Qui venait au commissariat sans y être convoqué. Qui posait des questions inutiles. Qui, au contraire, s'éloignait trop soigneusement. Il remarqua d'abord de petites choses. Un homme qui se renseignait sur l'état du prisonnier, sous prétexte d'un lien vague, presque oublié. Une visite polie, brève, sans émotion apparente. Un autre qui s'intéressait à l'avancement de l'enquête avec une curiosité trop précise pour être anodine. Aucun de ces gestes n'était incriminant. Pris séparément, ils n'avaient aucune importance. Pris ensemble, ils formaient une trame. Lecoq nota aussi ce qui ne se produisait pas. Aucun parent direct ne se manifesta. Aucune indignation publique. Aucune tentative désordonnée pour défendre ou accuser. Tout se passait comme si les personnes concernées avaient appris, depuis longtemps, à ne pas se montrer au grand jour. Il retourna voir le suspect. Cette fois, l'homme semblait plus fatigué. Pas inquiet. Pas abattu.
simplement las. Comme quelqu'un qui porte une charge depuis trop longtemps. On s'intéresse à vous, dit Lecoq sans détour. L'homme esquissa un sourire presque imperceptible. Je m'en doutais. Pas comme on s'intéresse à un coupable. Alors comment? Comme à un point de jonction. Le mot sembla résonner en lui. Vous protégez quelqu'un? Poursuivit Lecoq doucement. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il inspira lentement, puis expira. Je protège une histoire. Cette phrase, simple, confirma tout ce que Lecoq pressentait. Il ne s'agissait pas d'un acte isolé. Il s'agissait d'un enchevêtrement de décisions anciennes, prises bien avant cette nuit de violence. Des choix faits dans un autre contexte, à une autre époque, quand l'ordre social n'était pas encore fixé. Lecoq quitta la cellule sans chercher à obtenir davantage. Il savait que forcer cet homme à parler serait inutile. Ce qu'il cherchait devait être découvert ailleurs. Il s'intéressa alors aux lieux périphériques. Aux maisons où l'on se rend sans raison apparente. Aux adresses mentionnées dans les archives sans explication claire. À ces points fixes autour desquels des existences semblaient graviter. Peu à peu, un réseau discret apparut. Des hommes qui ne se fréquentaient pas officiellement, mais partageaient des références communes. Des habitudes semblables. Une manière identique de disparaître des registres publics pendant de longues périodes. Ce n'était pas une société secrète. C'était une survivance. Des fragments d'un passé que l'on avait tenté d'effacer sans y parvenir totalement. Lecoq comprit alors que le crime n'avait pas été commis pour obtenir quelque chose. Il avait été commis pour empêcher quelque chose de se produire. Une reconnaissance. Une révélation. Un retour dans la lumière. La poivrière avait été choisie parce qu'elle permettait de dissimuler un geste décisif sous le couvert du désordre. Mais l'erreur avait été de croire que ce désordre serait suffisant. En fin de journée, Lecoq s'arrêta dans un café tranquille, loin du quartier du crime. Il observa les clients. Les gestes lents. Les conversations anodines. Il pensa à ces vies parallèles qui se croisent sans jamais se toucher. Il savait désormais que l'affaire touchait à quelque chose de profondément humain. La peur de perdre une identité construite patiemment, au prix de nombreux renoncements. Et dans cette peur, certains étaient prêts à aller trop loin. Le crime n'était plus seulement un acte. Il était le symptôme d'un attachement ancien, invisible, mais tenace. Lecoq paya et se leva. La vérité n'était plus très loin. Elle n'était simplement pas pressée. La vérité n'arrive jamais d'un seul bloc. Elle se forme lentement, comme une image qui apparaît dans une eau trouble quand on cesse de la remuer. Lecoq avait cessé de courir après les faits isolés. Il n'en avait plus besoin. Désormais, il laissait les éléments se rapprocher d'eux-mêmes, selon leur propre logique. Il reprit l'ensemble du dossier, non pas pour le relire, mais pour le parcourir différemment. Il ne cherchait plus ce qui s'était passé, mais ce qui devait arriver si certaines hypothèses étaient justes. Le cabaret. Le suspect. Les témoins. Les silences. Tout trouvait une place plus naturelle. L'homme arrêté n'avait pas agi pour se sauver. Il avait agi pour retarder. Retarder une issue qu'il jugeait plus dangereuse encore que sa propre arrestation. Sa présence à la poivrière, son calme, sa résistance mesurée, tout indiquait une décision prise à l'avance. Il n'était pas l'auteur du crime. Il en était le gardien involontaire. Lecoq retourna aux archives une dernière fois. Il croisa les dates, les déplacements, les identités successives. Là où, auparavant, il voyait des zones floues, il distinguait maintenant une continuité discrète. Une existence morcelée, mais cohérente. Il comprit alors que la victime principale n'avait pas été choisie au hasard. Ce n'était pas une querelle. Ce n'était pas une affaire d'argent immédiat. C'était une menace de reconnaissance. Quelqu'un, quelque part, avait été sur le point de briser un équilibre ancien. De rappeler un nom. De rétablir un lien que d'autres avaient passé leur vie à dissimuler. Le crime avait été commis pour empêcher ce retour. Et dans cette urgence, tout n'avait pas été maîtrisé. Lecoq convoqua Gévrol. Ce dernier entra, confiant, déjà prêt à conclure. Alors, demanda-t-il. On peut clore? Lecoq ne répondit pas immédiatement. Il parla lentement, posant chaque mot comme une pierre stable.
Il expliqua le rôle du suspect. Son comportement calculé. Son absence de panique. Sa volonté manifeste de contenir la scène, non de s'enfuir. Il évoqua les liens anciens. Les identités déplacées. Les héritages tuent. Gévrol fronça les sourcils. Tu compliques toujours, murmura-t-il. Non, répondit Lecoq. Je simplifie autrement. Il ne s'agissait pas d'un coupable évident, mais d'un enchaînement de décisions. L'auteur du crime n'avait pas agi seul. Et surtout, il avait agi parce qu'il se sentait acculé. La vérité, désormais, n'était plus une hypothèse. Elle était une forme. Lecoq savait qu'il ne pourrait pas tout prouver de manière éclatante. Certaines existences avaient été trop bien effacées. Certains n'ont trop soigneusement perdu. Mais il savait aussi que l'essentiel était acquis. L'homme arrêté ne devait pas porter seul le poids de l'affaire. La justice n'y gagnerait rien. En quittant le bureau, Lecoq sentit une fatigue calme l'envahir. Ce n'était pas l'épuisement de la course, mais celui de la compréhension. Le moment où l'esprit cesse de lutter. Dehors, la lumière du soir glissait déjà sur les façades. Paris s'installait dans une routine paisible, comme si rien d'important ne s'était jamais produit. Lecoq marcha lentement. La vérité était là. Discrète. Incomplète peut-être. Mais suffisante. Il savait que le lendemain apporterait la dernière étape. Non pas une révélation spectaculaire, mais un rétablissement silencieux de l'ordre. Dans certaines affaires, c'est tout ce qu'on peut espérer. La résolution n'arriva pas comme un coup de tonnerre. Elle se posa doucement, presque timidement, comme une certitude que l'on accepte sans éprouver le besoin de la proclamer. Lecoq savait que tout ne serait pas dit. Que certaines zones resteraient volontairement floues. Mais il savait aussi que l'essentiel, dans cette affaire, n'était pas de nommer bruyamment un coupable. C'était de rétablir un équilibre rompu par l'impatience et la peur. Les éléments furent présentés avec sobriété. Les témoignages furent repris, non pour les contredire frontalement, mais pour les replacer dans un cadre plus large. Les incohérences devinrent lisibles. Les silences prirent sens. L'arme changea de place dans le récit. La barricade perdit son apparence de geste désespéré pour redevenir ce qu'elle avait toujours été, une tentative de contenir, non de fuir. Gévrol écoutait, plus silencieux que de coutume. Il n'aimait pas cette manière de conclure. Elle manquait de netteté. Elle refusait la satisfaction immédiate. Mais il comprenait, à mesure que les faits s'agençaient, que l'évidence première avait été trop confortable pour être honnête. Le suspect fut entendu une dernière fois. Il ne nia pas. Il n'accusa pas non plus. Il expliqua simplement qu'il avait été là pour empêcher que le pire ne se produise. Qu'il avait choisi de rester, sachant ce que cela lui coûterait. Que certaines vérités, si elles éclataient au mauvais moment, auraient détruit plus qu'elles n'auraient réparé. On ne le crut pas entièrement. Mais on le crut suffisamment. Les charges les plus lourdes furent levées. L'affaire changea de visage. Ce ne fut plus une arrestation spectaculaire, mais une rectification discrète. Une justice sans triomphe. Lecoq n'en éprouva ni satisfaction ni déception. Il savait que ce genre de résolution laisse toujours un goût d'inachevé. Mais il savait aussi que certaines affaires ne gagnent rien à être entièrement mises à nu. Elles demandent du tact. Du silence. Une forme de respect pour ce qui a déjà trop souffert. La poivrière ne rouvrit pas. Le cabaret fut vidé. Les tables emportées. Les murs laissés à leur fatigue. Le quartier reprit lentement son souffle, comme s'il effaçait lui-même la trace d'un événement qu'il n'avait jamais voulu accueillir. Paris continua. Les passants passaient. Les fiacres roulaient. La Seine coulait. Et Lecoq, lui, retourna à ses habitudes. Il savait que d'autres affaires viendraient. D'autres scènes. D'autres évidences trop rapides. Il continuerait à observer, à douter, à ralentir le cours des choses quand tout poussait à aller vite. Car il avait appris une chose essentielle. La vérité ne se trouve pas dans le tumulte, mais dans ce qui subsiste quand tout s'est calmé. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Lecoq ouvrit la fenêtre. La ville respirait doucement. Il laissa l'air entrer. Il éteignit la lumière. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus rien à résoudre. Seulement le silence. Il arrive un moment,
après certaines affaires, où même les pensées cessent de faire du bruit. La ville continue, bien sûr. Elle ne s'arrête jamais vraiment. Mais quelque chose, en dessous, se calme. Comme une eau qui retrouve son niveau après avoir été troublée. La poivrière n'existait plus. À sa place, il ne restait qu'une façade anonyme, une porte close, et l'ombre de ce qui avait été. Les passants ne s'y attardaient plus. Les habitudes avaient glissé ailleurs. Paris avait cette capacité étrange à absorber les événements sans les garder trop longtemps. Lecoq le savait. Il marchait parfois dans ce quartier, sans raison particulière. Il ne cherchait plus rien. Il constatait simplement que le silence avait repris ses droits. Les murs ne racontaient plus. Les pavés ne retenaient plus les pas. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être répétées. Elles ont seulement besoin d'être comprises, puis laissées en paix. Dans les archives, le dossier fut rangé. Pas tout à fait fermé. Jamais complètement. Mais suffisamment apaisé pour ne plus réclamer d'attention. Les noms retrouvèrent leur immobilité. Les dates cessèrent de se répondre. La vérité, cette fois, n'avait pas demandé de triomphe. Elle s'était contentée d'exister. Le soir, Lecoq aimait ouvrir la fenêtre. Il écoutait la ville respirer. Les bruits lointains, réguliers, presque rassurants. Une carriole qui passe. Une voix étouffée. Le pas lent d'un homme qui rentre chez lui. Il pensait à ces existences discrètes, à ces vies qui se déroulent sans laisser de traces visibles, mais qui comptent pourtant autant que les autres. Et il se disait que, parfois, la justice ne consiste pas à éclairer chaque recoin, mais à savoir quand il est temps d'éteindre la lumière. Ce soir-là, il n'y avait plus d'affaires. Plus de doutes. Plus de questions urgentes. Seulement la nuit qui s'installe, doucement. Et le monde qui continue, sans demander qu'on le surveille. Alors Lecoq referma la fenêtre. Il laissa le silence entrer. Et pendant que la ville s'endormait, il n'y avait plus rien à résoudre.